Il l'appelait « ma fille » chaque jour de sa vie. Mais à sa mort, le testament affirmait qu'elle n'existait pas. Ce sur quoi il ne comptait pas, c'étaient les preuves qu'il avait laissées derrière lui. Janelle Brox n'a même pas passé une minute complète à l'intérieur de l'église avant de ressentir la première douleur. Ce n'était ni une gifle ni un mot. C'était le silence, celui qui reste dans l'air un peu trop longtemps quand entre quelqu'un qui n'est pas vraiment recherché. Les gens regardaient, puis détournaient le regard. Certains hochaient poliment la tête, d'autres faisaient comme s'ils ne la voyaient même pas. Elle resserra la ceinture de son manteau bleu marine et se dirigea vers le banc de devant, où se trouvait le cercueil, entouré de lys blanc et d'une photo de son père, Harold Brox, un professeur de mathématiques à la retraite connu à Florence, en Caroline du Sud, comme l'homme gentil au sourire tranquille. Janelle n'avait pas vu certaines de ces personnes depuis plus d'une décennie, peut-être plus. Mais Harold l'avait élevée comme sa fille depuis l'âge de 9 ans. Cela signifiait quelque chose. Du moins, c'était le cas avant. Elle s'assit à côté de sa tante Greta, qui lui offrit un sourire serré et un seul mot, et pas de câlin, pas de chaleur. Janelle regardait devant elle. Sa poitrine lui faisait mal. Pas seulement à cause de la perte, mais aussi de ce sentiment dont elle ne pouvait pas se débarrasser ou comme si elle n'avait pas sa place ici, comme si elle était tolérée. Elle a essayé de ne pas se laisser abattre. Les funérailles rendaient les gens bizarres. Le service commença. Le pasteur parlait doucement, partageant des histoires sur la générosité et la gentillesse d'Harold. Janelle a tenu bon jusqu'à ce qu'il joue sa chanson préférée de Sam Cooke, ce qui l'a fait craquer. Elle laissa couler quelques larmes, gardant le visage baissé. Après le service, la famille s'est réunie dans le sous-sol de l'église pour une réception légère au poulet frit, macaroni, 4 quarts, tout comme d'habitude. Janelle attrapa une assiette en carton et resta debout dans un coin près des boissons, attendant un moment pour se ressaisir. Puis vint l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, Conrad Eljan. Même cheveux gominés, même sourire prudent, l'avocat de la famille de longue date qui s'occupait des affaires juridiques d'Harold avant même que Janelle n'emménage. « Janelle » dit-il en penchant la tête. « Tu es devenue une vraie femme. J'ai entendu dire que tu faisais du bon travail à Charlotte. » Elle réussit à afficher un sourire raide. « Je fais de mon mieux. »« Merci. » Il baissa la voix. « Écoute, je voulais te parler en privé, juste une seconde. Il s'agit de testament. » Cette phrase à elle seule lui fit retourner l'estomac. Elle le suivit dans un couloir étroit jusqu'à un petit bureau, loin des bavardages et des tintements de fourchette. Conrad ferma doucement la porte derrière eux. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, dit-il. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux être honnête avec vous avant la lecture. Il n'y a pas de moyen facile de dire cela. » Il s'assit et croisa les doigts comme s'il se préparait à une intervention chirurgicale. « Votre nom n'apparaît pas dans le testament d'Harold. » Janelle fronça les sourcils. « Quoi ? Il semble que, juridiquement parlant, votre adoption n'a jamais été finalisée. J'ai tout vérifié. Il n'y a aucun dossier judiciaire, aucun document finalisé, donc dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas reconnu comme héritier légal. » L'air s'est arrêté. Janelle le regarda en clignant lentement des yeux, comme si son cerveau n'arrivait pas à rattraper son retard. Elle rit une fois, plus par incrédulité que par humour. « Cela n'a aucun sens. Je vis avec lui depuis que je suis enfant. Il m'a élevé. Il m'appelait sa fille tous les jours. Je ne dis pas qu'il ne t'aimait pas, dit rapidement Conrad. Mais légalement, je ne peux me fier qu'à ce qui est sur papier. Et pour le moment, ce papier ne vous inclut pas. Alors, tu me dis que mon père, l'homme qui a payé mes études, qui m'a emmené à chaque rendez-vous chez le médecin, qui m'a appris à changer l'huile de ma voiture, a juste oublié de l'officialiser. Je suis désolé, dit Conrad, sa voix plongée dans une fausse sympathie. Mais cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Elle le regarda, la bouche ouverte et fermée. Son père était toujours prudent. Il n'a pas oublié des choses comme ça. Et il ne l'a jamais traité après coup. La voix de Janelle baissa. Est-ce que mes cousins étaient au courant? Conrad hésita. C'était suffisant. Sa respiration devint superficielle. Une boule se forma dans sa gorge, mais elle l'avala. Pas ici. Pas devant lui. Elle se leva. Merci pour la mise à jour, dit-elle froidement en se tournant vers la porte. Sa voix la suivit à nouveau. Je suis vraiment désolé. Elle n'a pas répondu.
Alors qu'elle reculait dans le couloir éclairé par des néons, quelque chose bougea en elle. Le chagrin est passé au second plan. Les soupçons ont pris le volant. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que Conrad ne lui disait pas tout, et que quelque chose dans ce testament n'allait pas. Au moment où Janelle retourna à sa voiture de location, ses mains tremblaient. Elle était assise sur le siège du conducteur, les clés sur ses genoux, regardant à travers le pare-brise comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre revenir en arrière sur les 15 dernières minutes. L'homme qui lui avait autrefois envoyé des cartes d'anniversaire signées « Oncle Conrad » venait de la couper de la vie de son propre père en quelques phrases froides. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Son visage était trop chaud pour pleurer. Elle démarra le moteur et se dirigea vers la maison qu'elle appelait autrefois son chez-soi. C'était un modeste endroit à 2 étages sur Mayflower Drive. Des volets blancs, une boîte aux lettres rouillées, la même fissure dans l'allée qui était là depuis l'âge de 12 ans. Mais cela ne lui semblait pas familier maintenant, comme si elle avait déjà commencé à l'oublier. À l'intérieur, ça sentait le cirage au citron et la poussière. Certains meubles ont été réaménagés. Sa cousine Mélanie, la nièce d'Harold, y séjournait déjà, agissant comme si les lieux lui appartenaient. Mélanie a à peine levé les yeux de son téléphone lorsque Janelle est entrée. « J'ai entendu dire que tu avais parlé à Conrad, dit-elle d'un ton plat. C'est dur. Janelle a déposé son sac près des escaliers. Tu savais. Mélanie haussa les épaules. Ce n'est pas comme si c'était un secret. Papa me l'a dit il y a quelque temps. Il a dit qu'oncle Harold n'avait jamais rempli les derniers documents. C'est un mensonge, rétorqua Janelle. Il m'a montré lui-même le certificat d'adoption. Il était accroché ici. Elle montra le couloir. À côté du miroir. Où est-il? Mélanie regarda paresseusement. Fille, ce truc était juste pour le spectacle. Tu pensais vraiment que ça signifiait quelque chose? La gorge de Janelle se serra. Elle se tourna et marcha dans le couloir. Le cadre avait disparu. Le mur avait l'air fraîchement rapiécé. Ses doigts coururent le long des cloisons sèches et son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle se tourna vers Mélanie. Pourquoi voudriez-vous le retirer? Mélanie se leva maintenant, l'air enfin sérieuse. Pourquoi creuses-tu? Il est parti, Janelle. Il n'y a rien pour lequel se battre. Janelle fit un pas en avant. Tu as peur que je trouve quelque chose. Mélanie croisa les bras. Tu penses que parce qu'il t'aime, cela signifie que tu obtiens quelque chose? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le sang parle. Harold ne s'est jamais soucié du sang. Claqua Janelle. Il m'a choisi. Tu étais à peine là. Silence. Juste le bruit lointain du frigo qui bourdonne dans la cuisine. Mélanie a finalement marmonné, ça n'a plus d'importance maintenant. Janelle monta en trombe dans son ancienne chambre. Elle avait été transformée en atelier de couture, le lit remplacé par une table pliante recouverte de chutes de tissus et de fils emmêlés. Mais il restait une chose, un vieux coffre en cèdre dans un coin. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des cartes et quelques livres. Elle en a sorti un. Le site de Charlotte, avec son nom griffonné sur la couverture intérieure avec l'écriture d'Harold, à ma fille pour toujours, papa. Ses doigts tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages. Glissée entre le dernier chapitre se trouvait une enveloppe jaunissante. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre datée du 7 mars 1999. À Janelle, si jamais j'oublie de le dire à voix haute, tu es toujours ma fille. Je ne t'ai peut-être pas donné la vie, mais t'aimer a été la chose la plus naturelle que j'ai jamais faite. Amour, papa. Elle a dû s'asseoir. Ce n'était pas seulement de l'affection. C'était une intention. Harold voulait qu'elle soit sa famille. Chaque action, chaque lettre, chaque matinée remplie de repas scolaires, en est la preuve. Alors pourquoi Conrad mentait-il? Et pourquoi le document manquait-il? Janelle resta assise là jusqu'à ce que la lumière à l'extérieur de la fenêtre commence à s'estomper. La maison n'avait jamais été aussi étrange, comme si quelqu'un avait effacé des morceaux de son existence et espérait qu'elle ne le remarquerait pas. Mais elle n'allait pas laisser cela arriver. Elle attrapa la lettre, le livre et l'album. Puis, alors qu'elle se levait pour quitter la pièce, son téléphone sonna. Un nouveau message vocal. C'était d'Harold, 2 jours avant sa mort. Elle appuya sur play. Sa voix était fatiguée, mais elle portait toujours cette lente chaleur.
Petite fille. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé avoir plus de temps pour expliquer, mais si quelque chose arrive, vérifie le vieux camion. Il y a une clé scotchée sous la boîte à gants. Tu sauras à quoi ça sert quand tu la trouveras. Je t'aime. Janelle regarda l'écran. Ce camion était resté dans la cour depuis des mois. Mais maintenant, elle avait une raison de vérifier, et un feu en elle qui ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne connaîtrait pas la vérité. Le soleil était à peine levé lorsque Janelle enfila ses baskets et repartit. La vieille Ford d'Harold était assise sous le pacanier, couverte de pollen et d'une fine pellicule de crasse. Les pneus étaient dégonflés, les vitres tachées, mais c'était comme si c'était le cas chaque matin où il la conduisait à l'école. Elle ouvrit la portière du conducteur. Il grogna de rouille mais resta stable. Sous la boîte à gants, ses doigts fouillèrent le plastique dur, effleurant une vis métallique, puis une bande de ruban adhésif. Son cœur fit un bond. Elle le retira soigneusement et sentit un petit objet métallique tomber dans sa paume. Il s'agissait d'une clé usée mais marquée sans équivoque du nom d'une banque locale, People's South à Sumter, à environ 40 minutes de là. Elle ferma doucement la porte et resta un moment debout, fixant la clé. Harold n'a pas fait de promesse qu'il ne pourrait pas tenir, et il n'a certainement pas laissé les clés traîner sans raison. Elle a laissé un mot pour Mélanie sur le comptoir de la cuisine, « Je m'occupe de quelque chose que papa m'a demandé de faire. N'appelle pas sauf si c'est urgent. » Elle prend la route, avec la lettre, le livre pour enfants et l'album photo à ses côtés. Le trajet jusqu'à Sumter s'est déroulé dans un calme absolu ou le genre de calme qui obligeait vos pensées à devenir bruyantes. Elle n'arrêtait pas de penser à ce que Conrad avait dit, pas de dossier légal, pas de document judiciaire. Mais si Harold était allé à la banque et avait laissé une clé derrière lui, cela signifiait qu'il savait que quelque chose devait être protégé ou quelque chose qui valait la peine d'être caché aux gens comme Conrad ou Mélanie. À People's South, le hall sentait le vieux tapis et le tonneur des photocopieurs. Une petite cloche sonna lorsqu'elle entra. La femme derrière le comptoir leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour, dit-elle. » Janelle fit glisser la clé vers l'avant. « Je pense que mon père gardait un coffre-fort ici. » Harold Brooks. Le caissier vérifia un registre et fit signe à une porte voisine. « Un instant, laissez-moi demander à notre directeur de succursale de vous aider. » 5 minutes plus tard, un homme aux cheveux gris vêtu d'un cardigan marron est sorti. « Mademoiselle Brooks, je suis monsieur Aldridge. Vous êtes répertorié comme co-signataire autorisé. » Janelle cligna des yeux. « Je suis. » Il hocha la tête. « Votre nom figure sur la carte de signature. Elle a été ajoutée il y a environ 5 ans. » Sa poitrine se serra. « Puis-je le voir ?» Il la conduisit dans une petite pièce avec une table et un mur de carton verrouillé. Après avoir vérifié sa carte d'identité et lui avoir fait signer quelques formulaires, il sortit une longue boîte en argent et la posa délicatement sur la table. « Je vais vous donner un moment, » dit-il en fermant la porte derrière lui. Janelle regarda la boîte pendant un moment, puis l'ouvrit. La première chose qu'elle a vue était un document plié intitulé « Finalisation de l'adoption, comté de Mecklembourg ». Elle le déplia avec des mains tremblantes. Elle était là, datée, tamponnée et signée par un juge, le 12 mars 2000. Son adoption avait été finalisée il y a 25 ans. En dessous se trouvait une lettre adressée uniquement à Janelle Brooks. Elle l'a ouvert aussi. « Janelle, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose ne va pas. Je ne faisais plus confiance à Conrad. Trop de chuchotements dans la famille. Trop de choses disparaissent dans la maison. Je voulais m'assurer que tu avais la preuve de qui tu es et de ce que tu représentes pour moi. Cette adoption est réelle. Tu es à moi dans tous les domaines qui comptent et dans tous les domaines qui comptent au regard de la loi. Prenez ceci et tenez-vous droit. Je t'aime toujours, papa. » Elle se couvrit la bouche avec sa main. Au fond de la boîte se trouvait une copie d'un testament révisé. Dans ce document, Janelle figurait comme la principale bénéficiaire. La maison, les économies, le terrain derrière la maison, tout cela lui était destiné. Elle se laissa tomber sur la chaise. Il l'avait protégée. Même lorsque son entourage essayait de réécrire la vérité. Elle resta assise là pendant une minute entière, respirant lentement et régulièrement. Son corps tout entier bourdonnait d'incrédulité et de gratitude, et quelque chose de plus aigu en dessous, la rage. Ils avaient menti, l'avaient regardé en face et avaient essayé de l'effacer. Mais maintenant, elle en avait la preuve légale, personnelle, indéniable.
Elle a soigneusement remis le tout dans la boîte, a pris les papiers d'adoption et a placé le testament révisé dans une enveloppe séparée. Alors qu'elle revenait dans le hall lumineux, M. Aldridge lui fit un gentil sourire. « Tout va bien ?» Janelle fit un signe de tête serrée. « Oui, tout est enfin clair. » Mais la clarté n'était qu'un début. Maintenant, il était temps d'affronter l'homme qui avait tenté de l'effacer comme si elle n'avait jamais fait partie de la famille. Au moment où Janelle arrivait dans l'allée de Florence, sa mâchoire était serrée. Elle avait conduit tout le trajet en silence, sans même la radio pour rompre le silence. Tout ce dont elle avait besoin pour prouver qui elle était se trouvait dans le dossier sur le siège passager, la lettre d'Harold, les documents finaux d'adoption et le testament mis à jour, pas des copies ou les originaux. Elle resta assise là pendant 1 minute, regardant la maison. La voiture de Mélanie avait disparu. Bien. Elle entra, alla directement à la cuisine et se versa un verre d'eau. Ses doigts tremblaient autour du verre. Ses pensées ne cessaient de se poser sur ce qui devait se passer ensuite, qui appeler, quoi déposer. Mais avant tout cela, elle devait affronter Conrad et Jean. L'homme l'avait regardée en face et avait menti. Aucune hésitation, aucun regret. Et maintenant, elle avait la preuve qu'il l'avait fait sciemment. Elle sortit son téléphone et appela son bureau. Son assistant décrocha. « Eljan Loho, voici Pamela. »« Bonjour, Pamela. Voici Janelle Brox. J'ai besoin de voir Monsieur Eljan immédiatement. » Je ne suis pas sûr qu'il soit au bureau. Dites-lui que j'ai le véritable testament de mon père et les papiers d'adoption finalisés. S'il veut conserver son permis, il me rencontrera aujourd'hui. Une longue pause. Je vais l'appeler maintenant. Puis-je lui demander de vous rencontrer quelque part? Les marches du palais de justice. 1 heure. Elle a raccroché. Exactement 57 minutes plus tard, Janelle se tenait devant le palais de justice du comté de Florence, vêtue d'un pull foncé et d'un jean, un dossier pressé contre sa poitrine. Une Mercedes argentée s'est arrêtée sur le trottoir. Conrad sortit, ajustant ses poignets comme si de rien n'était. Il la repéra, lui fit un sourire crispé et s'approcha. « Janelle, un endroit assez dramatique. »« Tu m'as menti, » dit-elle catégoriquement. « Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'adoption finalisée. Que je n'étais pas dans le testament. » Il haussa un sourcil. Elle ouvrit le dossier et lui tendit les documents un par un, l'ordonnance d'adoption tamponnée par le tribunal, le testament mis à jour la mentionnant comme bénéficiaire son nom à l'encre, signé par Harold Brox. Conrad parcourait les papiers en silence. Son sourire disparut. « C'est inattendu. »« Non, dit-elle, ce qui est inattendu, c'est que tu penses que je ne chercherai pas la vérité. Tu pensais que j'allais juste pleurer et partir? Je vous ai donné la version à laquelle j'avais accès, dit-il lentement, prudemment. Peut-être qu'Harold a oublié de me donner cette version. Ou peut-être, dit-elle sèchement, mon père n'a pas oublié. Tu as fait ça exprès. Le visage de Conrad changea juste l'espace d'une seconde. Un tic, un scintillement, puis le calme revient. Vous portez de graves accusations. J'ai des preuves sérieuses, a-t-elle lancé. Vous n'avez pas simplement oublié quelque chose. Vous l'avez enterré. Et vous avez essayé d'en profiter. Mes cousins m'ont tout dit. Vous les aidiez à tout obtenir en m'éliminant. Ce n'est pas vrai. Tu veux continuer à parler? Elle a demandé. J'enregistre. Elle fouilla son téléphone dans sa poche. Un peu de bluff, mais ça a marché. Conrad recula légèrement. Sa voix baissa. Vous ne voulez pas impliquer des avocats là-dedans. Oh, mais je le fais. En fait, je parle déjà à quelqu'un. Donc, à moins que vous ne vouliez que l'ensemble de votre pratique soit traîné devant le tribunal, je vous suggère de vous retirer. Et vite. Il la regarda vraiment pour la première fois de la journée. Puis il leva la main et se frotta le front. Tu as toujours été comme lui. Têtu, faux. Je suis pire, dit-elle, parce que je me souviens de tout. Chaque lettre, chaque trajet pour aller à l'école, chaque histoire avant d'aller au lit. Il ne m'a pas élevé à mi-chemin. Il ne m'a pas gardé pour le spectacle. Il était mon père et je ne laisse personne effacer cela. Conrad ne répondit pas. Elle se tourna et commença à se diriger vers le bureau du greffier. Je vais devoir vérifier les documents, cria-t-il derrière elle. Fais-le, dit-elle par-dessus son épaule. Et soyez rapide. Mais même en le disant,
Janelle savait que ce n'était plus seulement une question de légalité. Il s'agissait de reconquérir sa place dans une famille qui avait tenté de la chasser. Cela n'a pas pris longtemps. 3 jours après que Janelle ait soumis les documents au greffier des successions, tout a commencé à se dégrader. Pas pour elle, mais pour Conrad et ses cousins. L'employé a confirmé que le testament était légitime, daté, certifié par un témoin, notarié, estampillé de la signature d'Harold Brooks et du sceau officiel de la banque. Les documents d'adoption avaient été finalisés il y a 20 et demi. Aucune question. Et le plus accablant, une divergence dans la chaîne de contrôle. La version précédente du testament, celle que Conrad avait présentée comme version officielle, manquait 2 signatures critiques. Cela l'a rendu invalide. Il semblait que Conrad le savait, et pourtant il l'a quand même insisté. Cet après-midi-là, la nouvelle avocate de Janelle, Madame Regina Langford, de Charleston, a déposé une requête pour contester formellement le testament soumis par Conrad. Elle bougeait vite. Regina ne parlait pas beaucoup, mais elle était vive, directe et calme d'une manière qui donnait l'impression que rien n'allait lui glisser entre les doigts. Janelle n'est plus retournée au bureau de Conrad. Elle n'était pas obligée. Regina a organisé une rencontre face à face avec Conrad, Mélanie et le reste des membres de la famille qui avaient tout à gagner de la tromperie. La réunion s'est tenue dans une petite salle de conférence du tribunal des successions. Janelle était assise au bout de la table, les mains étroitement jointes devant elle. Conrad était assis à gauche, tandis que Mélanie et son frère 3 étaient assis à droite. Regina se leva, sa voix aussi ferme que la pierre. « Je pense que nous comprenons tous pourquoi nous sommes ici », a-t-elle commencé. Nous avons examiné les documents laissés par M. Brooks. Il n'y a aucune ambiguïté. Madame Janelle Brooks est la fille légalement adoptée du défunt. Elle est l'héritière légitime en vertu du testament valide le plus récent. Conrad ne parlait pas. Mélanie roula des yeux. Et maintenant? Elle a tout? Elle a ce qu'Harold voulait qu'elle ait. Regina a répondu, cela inclut la maison, le compte d'épargne, la parcelle de terrain et les prestations d'assurance vie. 3 marmonna, tu penses qu'elle mérite ça? Elle n'avait même pas du sang. Janelle a redressé sa posture. Ton oncle m'a élevé. Cette maison, ce terrain, tu passais devant elle chaque été, mais tu n'as jamais levé le petit doigt pour l'aider à la tondre. Tu lui rendais visite une fois tous les 2 ans. J'étais là tous les jours, toutes les nuits. J'ai vu ses genoux lâcher. C'est moi qui m'assurais que ses médicaments étaient remplis. Où étais-tu? Aucun d'eux n'a répondu. Finalement, Conrad parla, Harold ne m'a jamais donné cette version mise à jour du testament. S'il l'avait fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Janelle ne s'y pas, c'est un mensonge. C'est vous qui l'avez notarié. Regina fit glisser un scan imprimé sur la table. Concordance des signatures confirmées. Monsieur Eljean a légalisé le testament révisé 4 mois avant la mort d'Harold. La vérité frappa la pièce comme une pierre tombée dans l'eau. 3 bougea sur sa chaise, évitant le regard de Janelle. Mélanie croisa les bras et regarda la table. Conrad croisa lentement les mains sur ses genoux. Tu as essayé de m'effacer, dit doucement Janelle. Mais il s'est assuré que je serais protégé. Il savait de quoi tu étais capable. Mélanie marmonna quelque chose dans sa barbe, mais personne ne s'en souciait plus. Le poids du moment avait changé. Conrad se leva. Je coopérerai avec tout ce qui sera nécessaire à la transition des actifs. Regina ajouta, lui tendant un formulaire séparé, vous signalerez également cela au barreau de l'État. Nous déposerons une plainte officielle. Vous avez refusé un testament valide et avez déformé les dernières volontés d'un client. C'est au minimum une faute professionnelle. Conrad prit forme avec un signe de tête raide, plus aucun combat en lui. Janelle se leva lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Tu savais que j'étais sa fille. Tu ne voulais juste pas que je compte. Sur ce, elle est partie. Elle ne se sentait pas triomphante, seulement stable, parce que la vérité avait fait ce qu'elle ne pouvait pas faire seule. Cela leur a permis de la voir telle qu'elle avait toujours été. Il a fallu 6 semaines supplémentaires pour que les documents soient réglés, mais lorsque l'ordonnance finale du tribunal a été rendue, Janelle s'est assise à la table de sa cuisine et les a regardés. Son nom était imprimé clairement et en gras en haut, Janelle Dominique Brooks, unique bénéficiaire de la succession d'Harold Nest Brooks. Les mots semblaient lourds, non pas à cause de l'argent, de la maison ou du terrain, mais parce qu'ils concrétisaient quelque chose de réel que les gens avaient tenté d'effacer. Elle plia la lettre,
la glissa dans un dossier et expira. À l'extérieur de la fenêtre, le vent de la fin du printemps poussait à travers les arbres du jardin. Le vieux chêne auquel Harold attachait une balançoire en pneu était toujours là, plus solide que jamais. Ce matin-là, Mélanie avait appelé. C'était court, sans excuse, juste une question brève quant à savoir si elle pouvait récupérer quelques objets qu'elle avait laissés dans le grenier. Janelle lui a dit qu'elle pouvait venir samedi. Quelqu'un serait là pour la laisser entrer, mais ce ne serait pas Janelle. Elle n'avait pas besoin de la revoir. La maison lui appartenait désormais, mais cela ne ressemblait pas à une récompense. Plutôt un journal qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, rempli de souvenirs qu'elle avait besoin de temps pour lire. Elle a commencé modestement, en enlevant certains des vieux rideaux, en repeignant le couloir où était accroché le certificat d'adoption. Elle l'a remis en place, cette fois dans un nouveau cadre avec un projecteur au-dessus, juste à côté de la photo d'Harold lors de sa cérémonie de retraite. Elle le voulait là, visible, permanent. Les voisins ont recommencé à passer. Madame Delaney a apporté du pain de maïs. Monsieur Foster lui a demandé si elle avait besoin d'aide pour les gouttières. C'est drôle comme les gens ont commencé à agir différemment une fois qu'ils ont vu son nom sur l'acte. Pourtant, elle est restée seule pendant un moment. Regina l'a encouragée à déposer une plainte auprès du barreau de l'État au sujet de Conrad. Janelle a accepté, mais elle n'a pas fait tout son possible pour suivre son cas. Elle en avait déjà assez vu ce que la cupidité faisait à des gens qui auraient dû être mieux informés, mais la victoire ne lui semblait pas vaine. C'était mérité. Un samedi après-midi, Janelle se tenait dans le jardin avec une tasse de café et regardait le soleil s'étendre sur l'herbe. Le vent transportait une légère odeur de chèvrefeuille. Elle sentit quelque chose s'installer en elle, comme si ses os pouvaient enfin se reposer. Ce soir-là, elle trouva un dossier dans le bureau d'Harold intitulé « Lettres jamais envoyées ». À l'intérieur se trouvaient une douzaine de pages, toutes adressées à elle. Certains étaient drôles, d'autres décousus. L'une était une demi-page de ses réflexions sur son avenir, ce qu'il espérait qu'elle trouverait et ce qu'il craignait qu'elle puisse emporter. Je sais que je n'ai pas toujours dit les choses de la bonne façon, mais s'il y a une chose dont j'espère que tu te souviens, c'est celle-ci, tu n'as jamais eu à gagner ta place avec moi. Tu l'avais déjà depuis le moment où je t'ai rencontré. Elle a lu cette ligne encore et encore. Plus tard dans la nuit, elle a ouvert son ordinateur portable. Elle a commencé à rédiger quelque chose auquel elle réfléchissait depuis des semaines, une fondation, le Harold Brooks Legacy Fund, pour offrir des bourses aux enfants adoptés qui ont vieilli hors du système ou n'ont jamais reçu le soutien qu'ils méritaient. C'était peut-être petit, mais ça me semblait bien. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait de l'impact. Et si Harold pouvait élever une enfant qu'il n'a pas créée et l'aimer toujours comme son propre sang, alors peut-être qu'elle pourrait maintenir cet esprit non par obligation, mais par mémoire. Elle fit une pause à la fin de l'énoncé de mission qu'elle était en train d'écrire et ajouta une ligne en gras, « La famille n'est pas une biologie. La famille est un choix et l'amour en est la preuve. » Avant de cliquer sur sauvegarder, Janelle sourit intérieurement car, même s'ils avaient essayé de l'exclure, Harold l'avait déjà laissé entrer il y avait longtemps. 3 mois plus tard, Janelle se tenait devant une salle de classe remplie d'adolescents dans un centre communautaire local de Spartanburg. Le sujet de la journée était l'identité, comment nous la portons, comment les autres tentent de la façonner et ce que signifie réellement appartenir. Elle regarda autour d'elle les visages qui la regardaient, certains curieux, d'autres distraits, quelques-uns sur leur garde, à la manière des enfants lorsqu'ils ont été trop souvent déçus. Elle mit ses mains dans ses poches et dit, « Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme nommé Harold Brooks. Il était professeur de mathématiques, il aimait les matins calmes, Sam Cooke, et il buvait son café avec trop de sucre. Cela m'a valu quelques sourires. Il m'a adopté quand j'avais 9 ans, mais je n'ai su que ce n'était officiel qu'après sa mort. C'est du moins ce que je pensais. » Elle leur a raconté ce qui s'était passé. Pas tous les détails, mais ça suffit. Comment quelqu'un en qui elle avait confiance avait tenté de l'effacer, comment des documents avaient été cachés, comment les gens lui avaient dit qu'elle n'avait pas sa place. Mais mon père ne m'a jamais traité comme un peut-être, a-t-elle déclaré. Il est apparu tous les jours. Et quand j'ai finalement découvert la vérité, ce n'était pas dans ce que les autres disaient. C'était dans ce qu'il laissait derrière lui, dans ses mots, dans ses choix, dans la façon dont il s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Même après son départ, la pièce était toujours silencieuse. Un garçon au 2e rang leva la main. « Alors, tu leur as pardonné ? » « Ceux qui ont menti. » Janelle fit une pause, puis dit, « Je lâche prise. » Ce n'est pas la même chose que pardonner. Pas exactement.
Certaines choses ne méritent pas d'être excusées, mais je n'allais pas porter ce poids. Cela ne m'appartenait pas. Elle les regardait, ses enfants aux bras croisés et aux yeux inquiets. La plupart d'entre eux avaient vécu des choses que même les adultes ne pouvaient imaginer. Certains avaient rebondi dans des foyers de groupe. D'autres n'avaient jamais entendu les mots « Je suis fier de toi » de la part de quelqu'un qui le pensait sincèrement. Il n'est pas nécessaire d'avoir le même nom de famille pour faire partie de la famille, a-t-elle déclaré. Et ce n'est pas parce que quelqu'un partage ton sang qu'il te voit. Elle a laissé cela en suspens. Parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est de croire que vous comptez avant tout le monde. Une fille hocha lentement la tête. Une autre a murmuré quelque chose à sa voisine. C'était suffisant. Ce soir-là, Janelle rentrait chez elle à pied en passant par le centre-ville. Elle passa devant la boulangerie où Harold avait l'habitude d'acheter ses biscuits au citron le samedi. Elle fit une pause, entra et en acheta 2, s'assit sur le banc à l'extérieur et en mangea un pendant que le soleil baissait. Elle emballa soigneusement le deuxième biscuit et le plaça dans son sac à main. Elle le laisserait sur sa pierre tombale demain. Chaque semaine, elle lui apportait quelque chose, un mot, une photo. Une fois, c'était juste un dessin qu'un des enfants avait fait avec son nom dessus. Il n'était pas parti. Pas vraiment. Il était présent dans chaque acte d'amour discret, dans chaque décision qu'elle prenait, dans cette gentillesse centrée, à chaque fois qu'elle disait à l'enfant « Tu vaux la peine », qu'il le voie ou non. C'était son héritage. Ni la terre, ni l'argent en elle. Avant de se coucher, elle a rouvert le site web de la fondation et a mis à jour la page d'accueil. Sous le titre « The Harold Brooks Legacy Fund », elle a ajouté une citation « Vous ne devenez pas une famille en le prouvant. Vous devenez une famille en le vivant. » Elle le regarda pendant une seconde, puis appuya sur enregistrer. Pour quiconque de l'extérieur, il semblait que Janelle Brooks venait d'hériter d'une maison. Mais ce qu'elle a réellement récupéré, c'est une histoire qu'elle avait tenté de laisser derrière elle et un avenir qu'elle devait maintenant façonner. Elle éteignit la lampe, ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, dormit toute la nuit sans se réveiller. Parce que parfois, la justice ne ressemble pas à un tribunal. Cela ressemble à une action de guérison et au fait de savoir exactement qui vous êtes. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un à qui il faut rappeler que sa valeur n'est pas sujette à débat. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. D'autres histoires comme celle-ci arriveront bientôt.